Bonjour à tous, dans ce podcast rempli de témoignages et d'infos importantes, nous allons vous parler de la pression sociale sur les adultes mais également sur les jeunes. Nous finirons par parler de l'émancipation par la mode. Je vous laisse avec Chloé, Arthur et Dorian qui vous expliquent l'impact de la pression sociale sur les adultes. Quelles sont les causes de la pression sociale chez les adultes ? Ces causes sont majoritairement directes. En premier lieu, nous avons les causes dues à la famille. Quand nous sommes parents, nous avons beaucoup de responsabilités, comme gérer son couple ou ses enfants. En second lieu, nous avons les causes dues au travail. L'idée de supériorité et hiérarchie mène à la pression patronale. De plus, il peut y avoir de la compétition entre collègues pour une promotion ou une hausse de salaire. Enfin, nous avons l'acceptation sociale. L'idée de plaire au monde et d'être aimé fait plus de ravages que nous ne pensons. Enfin, nous avons la peur d'isolement. Les conséquences de cette pression sociale sont multiples et impactent notamment la santé mentale. Il peut notamment y avoir une baisse de l'estime de soi ainsi qu'une augmentation de l'anxiété sociale, ce qui peut mener à de l'isolement et à une dépression. Tout cela peut aussi favoriser un burn-out. Cela peut aussi entraîner des conflits internes ainsi que, à terme, des changements de comportement. Ces impacts sur la santé mentale ont aussi des impacts physiques, notamment des douleurs ou des maladies, mais surtout de la fatigue qui va elle-même fragiliser la santé mentale, créant ainsi un cercle vicieux sans fin. Quelques infos complémentaires. Dans un premier lieu, plus les personnes sont âgées, moins elles ont d'idées conformistes. Le fait d'entrer dans des cases. Plus elles ont de liberté et plus il est difficile de se faire recruter, ce qui favorise un sentiment d'isolement. La pression scolaire par rapport aux notes, elle est très présente au sein des familles. Les exigences des parents vis-à-vis de l'école sont source d'anxiété et de pression pour les jeunes, comme le choix des études ou le choix du métier. Il y a aussi un stress sur les devoirs et surtout sur les notes et aussi sur les examens. Il faut donc rappeler que les notes ne définissent pas notre avenir et la personne qu'on est. Il faut donc apprendre aux jeunes à gérer la pression. La pression sociale influence fortement notre identité et notre personnalité. D'un côté, il y a la pression d'être comme les autres. Pour s'intégrer, beaucoup adoptent une personnalité qui ne leur correspond pas vraiment. Ceux qui ont des goûts ou des opinions différentes peuvent se sentir marginalisés et hésitent à s'exprimer, ce qui peut mener à une perte d'identité. De l'autre, le poids des attentes familiales et culturelles peuvent être écrasantes. Certaines familles imposent des valeurs ou des choix de vie précis, créant un conflit entre ce qu'on est réellement et la peur de décevoir. Cette pression constante peut empêcher de s'épanouir pleinement et de s'accepter tel que l'on est. Trouver un équilibre entre les attentes extérieures et son identité propre est essentiel pour vivre sereinement et avec authenticité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont presque le centre d'intérêt de tous. Si on n'est pas dessus, on peut vite être mis à l'écart. On n'a pas les rêves, on ne peut pas participer aux conversations, mais quand il y est, c'est une autre pression. Tout le monde montre une vie parfaite et ça te donne envie de toujours avoir plus, de nouveaux habits, etc. Comme ils l'ont si bien dit, les réseaux sociaux peuvent être source de problèmes, notamment à propos de la mode du moment. En parlant de cela, je laisse Zélie, Lucas et Ornelia nous parler de l'émancipation par la mode. Nous sommes aujourd'hui avec Ornelia, une professionnelle de la mode, et Zélie, une journaliste. Bonjour. Alors, Ornelia, quelle serait selon vous la première grande évolution dans la mode aidant à l'émancipation des femmes ? Bonjour, je ne crois pas qu'il y ait eu une seule grande évolution, mais si je devais en définir une comme la première remarquable, je dirais que c'est la fin du corset. En effet, cet accessoire vestimentaire servait à faire une taille fine à la femme. Ils étaient souvent trop serrés et enfermaient celle qui la portait, la mettant ainsi dans la capacité de produire un effort physique. Merci pour cette réponse. J'aurais maintenant une seconde question, plus axée sur un vêtement précis, le pantalon. En effet, le port de cet habit par la femme n'arrive que très tard. Pensez-vous que ce soit une avancée notable dans l'émancipation de la femme par la mode ? Oui, bien sûr. Le port du pantalon par la femme se répand durant le XXe siècle environ et est une vraie avancée car il offre à la femme plus de liberté de mouvement. C'est aussi une mise en avant dans l'égalité entre la femme et l'homme. La mode, au-delà de son rôle esthétique, s'affirme comme un puissant vecteur d'émancipation. Elle permet aux individus d'exprimer leur identité, de revendiquer leur place dans la société et de défier les normes établies. En adoptant des styles variés, chacun peut affirmer sa singularité et se libérer des contraintes traditionnelles. Ainsi, la mode devient un moyen d'affirmation personnelle et collective, favorisant la diversité et l'inclusion. En conclusion, l'émancipation par la mode est une célébration de la créativité et de l'autonomie, invitant chacun à se réinventer et à s'affirmer dans un monde en constante évolution. On remercie encore une fois ces jeunes qui ont pris le temps de vous informer sur ces différents thèmes. À bientôt! Bonjour, je m'appelle Maïssa, je suis responsable de l'atelier du lycée de l'Orme avec des collégiens. Je laisse la parole aux élèves.
La drogue, un sujet tabou mais omniprésent. Aujourd'hui, en 1 minute, parlons des réalités qu'on ne peut ignorer. La drogue, c'est d'abord une promesse, évasion, plaisir, oubli, mais derrière cette illusion, il est notre face. Dépendance, santé détruite, vie brisée, chaque substance a son piégé. La cocaïne te fait planer jusqu'à la chute, l'héroïne t'engloutit, le cannabis, lui, divise encore les avis. Les chiffres sont alarmants. Des millions de consommateurs, des overdoses en hausse. La vraie question, c'est pourquoi ? Mal-être, pression sociale, simple curiosité. Derrière chaque addiction, il y a une histoire, une souffrance. La solution, éducation, prévention, accompagnement, parce que la drogue, ce n'est pas juste une question de choix, c'est un engrenage. Bienvenue dans ce podcast où nous donnons la parole à celles et ceux qui défendent l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes essentiels encore au cœur des luttes féministes: le droit à l'IVG, le patriarcat dans le monde et les inégalités salariales. Commençons donc avec le droit à l'IVG. Si en France, ce droit vient d'être inscrit dans la Constitution, ce n'est pas le cas partout. Dans certains pays, il est encore interdit ou très difficile d'accès. Je laisse mes équipes de journalistes continuer sur ce sujet. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit l'IVG. C'est un droit fondamental pour les femmes dans de nombreux pays, mais il en reste un sujet de débat. En France, l'IVG est légale jusqu'à 14 semaines de grossesse et peut être pratiquée par voie médicamenteuse ou chirurgicale. Pourtant, malgré ce cadre légal, certaines femmes rencontrent encore des obstacles, manque d'accès dans certaines régions, pression sociale ou désinformation. Dans d'autres pays, la situation est plus alarmante. Aux États-Unis, la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe v. Wade, supprimant la protection fédérale du droit à l'avortement. En Pologne, les lois restrictives mettent en danger la vie des femmes. Ces reculs montrent à quel point un droit n'est jamais totalement acquis. Les mouvements anti-choix se mobilisent partout dans le monde pour limiter ce que des générations de femmes ont obtenu de haute lutte. Le droit à l'avortement est avant tout une question de santé publique et d'autonomie des femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, restreindre l'accès à l'IVG ne diminue pas le nombre d'avortements, mais les rend encore plus risqués. Assurer un accès sûr et sans culpabilisation permet d'éviter des pratiques dangereuses et protège la santé des femmes. Aujourd'hui, l'enjeu est de garantir un accès universel à l'IVG et de lutter contre la stigmatisation qui l'entoure. Ce droit ne doit pas être remis en question car il s'agit avant tout de liberté et d'égalité. L'information et le soutien doivent être renforcés pour que chaque femme puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Maintenant, nous allons voir le patriarcat à travers le monde. Même si ces manifestations varient selon les sociétés, le patriarcat repose partout sur une inégalité structurelle entre les hommes et les femmes. Nos intervenants nous aident à comprendre comment ils agissent au quotidien. Le patriarcat et ses conséquences directes sur les droits des femmes à travers le monde. Si certains progrès ont été faits dans de nombreux pays, être une femme signifie encore vivre sous les règles imposées, privées de leur liberté et de choix. Le patriarcat est un système où le pouvoir est majoritairement détenu par les hommes. Ils influencent les lois, la culture, les institutions et bien souvent la vie quotidienne des femmes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les plusieurs pays où les femmes sont directement impactées par les lois et traditions qui les privent de leurs droits fondamentaux. En Iran, être une femme signifie devoir se plier à des règles strictes. Par exemple, une femme n'a pas le droit de lire en public, sa voix doit rester dans l'ombre, comme son corps, dissimulé sous un voile qu'elle ne choisit pas. À la maison, elle est souvent contrainte de rester dans le noir, enfermée. Ce contrôle sur le corps et la voix des femmes est une manière de les priver d'existence dans l'espace public. Depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, c'est drastiquement détérioré. Elles sont interdites d'université, écartées de nombreux emplois et forcées de porter la burqa en public. Elles ne peuvent plus être juges, journalistes, fonctionnaires et encore bien d'autres métiers. Le but est clair, les effacer de la société, les priver d'autonomie et les rendre totalement dépendantes des hommes. Au Nigeria, surtout dans le nord du pays, les filles sont souvent privées d'éducation. Plus de 60% d'entre elles ne vont pas à l'école, principalement à cause des mariages précoces et des traditions patriarcales. À l'échelle mondiale, ce sont 12 millions de filles qui sont mariées avant 18 ans, chaque année selon l'UNICEF. Des millions d'enfants privés de leur enfance, forcés d'entrer dans une vie d'adulte bien trop tôt. Ces situations ne sont pas des cas isolés. Ces femmes tentent tout de même de résister, comme avec l'exemple des Iraniennes qui défient le régime en retirant leur voile malgré les risques. Des Afghanes continuent d'apprendre en secret et des Nigérianes luttent pour le droit à l'éducation.
Nous allons explorer comment, dans les autres pays, les femmes sont aussi ou pas privées de leurs droits fondamentaux. Mais le patriarcat ne se limite pas aux interdictions les plus visibles. Il s'exprime aussi dans les politiques, l'économie et la représentation des femmes dans les sphères du pouvoir. Aux États-Unis, un recul de droit. En 2022, un choc. La Cour suprême des États-Unis annule l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait aux femmes l'accès à l'avortement dans tous les pays, et avant la date limite de viabilité fœtale. Désormais, chaque État décide, et plusieurs ont choisi l'interdiction totale ou presque. Des femmes se retrouvent contraintes de mener à terme des grossesses non désirées, parfois même en cas de viol ou malformation fœtale. C'est un retour en arrière, un signal inquiétant pour les droits des femmes à disposer de leur corps. En Pologne, la situation est tout aussi quasi préoccupante. L'avortement est interdit, sauf en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la mère. Mais en pratique, même ces exceptions sont extrêmement limitées, et les médecins craignent souvent des poursuites s'ils pratiquent une IVG. Des femmes meurent faute de soins, comme Isabella, 30 ans, qui aurait pu être sauvée si les médecins avaient interrompu sa grossesse compliquée. Même les pays où les femmes ont des droits théoriquement égaux, les inégalités persistent. En France, en 2022, les femmes du secteur privé gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes. Même en comparant uniquement les emplois à temps plein, l'écart reste de 14,9%. Moins de promotion, des carrières freinées par la maternité, à poste égal, salaire inégal. Et dans les postes de pouvoir, c'est la même histoire. Les femmes restent sous-représentées en politique, dans les conseils d'administration, dans les médias. Lorsqu'elles y sont, elles font face à des stéréotypes et un traitement différent. Combien de fois a-t-on commenté la tenue ou le ton d'une femme politique plutôt que ses idées ? Parmi les pays développés, le Japon détient un record inquiétant. Les femmes y gagnent en moyenne 43,7% de moins que les hommes, un des écarts les plus élevés au sein de l'OSDE. Seulement 14% des sièges parlementaires sont occupés par des femmes. Le monde du travail reste structuré autour de l'idée de la femme. Que la femme doit avant tout être une épouse et une mère. Et que les responsabilités professionnelles reviennent aux hommes. Un combat mondial, qu'il s'agisse d'interdictions légales ou inégales plus insidieuses, le patriarcat est un système qui traverse toutes les sociétés. Partout, des femmes se battent pour leurs droits, pour être visibles, entendues, respectées. Le changement prend du temps, mais il est en marche. En Arabie Saoudite, les femmes sont exclues de nombreux emplois qui représentent moins de 35% du taux de travail. Au Mexique, 10 femmes par jour sont tuées en moyenne. Pour conclure, la société est patriarcale car les hommes détiennent la majorité du pouvoir, ils occupent la majorité des postes politiques et économiques. Les femmes gagnent moins à poste égal, assument l'essentiel des tâches domestiques et subissent des violences sexistes massives. De plus, leur corps est souvent contrôlé par la loi, comme avec les restrictions sur l'avortement. Ce déséquilibre systémique prouve l'existence du patriarcat. Enfin, maintenant nous allons parler des inégalités salariales. Encore aujourd'hui, une femme gagne en moyenne 15 à 20% de moins qu'un homme. Comment expliquer cet écart ? Et que faire pour y remédier ? Je vous laisse la parole. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Pour en discuter, nous accueillons 3 invités et aux perspectives variées. Dorian, entrepreneur estimant que les écarts salariaux reflètent des choix individuels. Surya, chef d'entreprise militante pour l'égalité salariale. Et moi-même, Chloé, intervieweuse spécialisée dans les questions de débat et de travail. Bonjour Dorian, bonjour Surya. Dorian, vous affirmez que les différences salariales entre hommes et femmes sont les résultats de choix personnels. Pouvez-vous expliquer votre point de vue ? Bien sûr, Chloé. Selon moi, les écarts salariaux s'expliquent par des choix professionnels distincts. Par exemple, les hommes sont souvent plus enclins à négocier des augmentations et à accepter des postes exigeant davantage de responsabilités, ce qui conduit naturellement à des rémunérations plus élevées, alors que la femme va chercher à concilier vie familiale et professionnelle en mettant en avant sa vie familiale. Les études montrent que les mêmes postes à mêmes compétences égale un écart salarial persiste en défaveur des femmes. Cela suggère que des facteurs systémiques tels que pratiques discriminatoires sont en jeu au-delà des choix individuels. Absolument. Dans mon entreprise, nous avons mis en place des politiques de transparence salariale. Ces mesures ont non seulement réduit les écarts de rémunération, mais ont également amélioré la motivation et la fidélité de nos employés. L'écart de salaire est dû au choix des entreprises d'être discriminatoires. Je comprends votre démarche, cependant, imposer une égalité stricte peut nuire à la compétitivité des entreprises. Celle-ci peut l'améliorer avec son image et influencer le choix des consommateurs. Exactement. L'égalité salariale n'est pas seulement une question de justice sociale,
mais aussi un atout économique. Les entreprises qui s'engagent dans cette voie en retirent des bénéfices tangibles. En conclusion, le débat sur l'inégalité salariale est complexe et multifacette. Il implique des choix individuels, des structures organisationnelles et des normes sociétales. Merci à nos invités pour leur éclairage. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos opinions et vos expériences sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau numéro. Bonjour à tous, vous écoutez actuellement le podcast de l'atelier mentorat du collège René Cassin. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole aux collégiens de l'atelier en leur posant une simple question. Que voulez-vous faire plus tard ? Les réponses ont été diverses, certaines longues, d'autres plus courtes. Elles nous permettront d'aborder une question brûlante, celle de l'orientation. Une question qui, nous le verrons, peut participer à une forme de pression scolaire. Mais j'en dis déjà trop. Découvrons les métiers que les collégiens ont souhaité nous faire découvrir. Styliste. Le styliste est un métier qui demande de la créativité, du travail et calculé. Et j'aimerais faire ce métier. Qu'est-ce que l'équitation ? L'équitation est un art, un loisir et un sport. Il s'agit d'une activité où l'homme a pour partenaire un équidé. Est-ce que l'équitation est un sport ? Oui, l'équitation est un sport comparé à ce que pensent la plupart des gens, car il renforce le tonus musculaire et demande une grande souplesse des membres du corps. Quelles sont les principales disciplines pratiquées en équitation ? Les principales disciplines en équitation sont le CSO, saut d'obstacle, le dressage et le CCE. Cela comporte toutes les disciplines. Quelle étude faut-il faire pour être moniteur d'équitation ? Pour être moniteur d'équitation, il faut valider le BPJEPS, mais en dehors de cela, il y a plein d'autres métiers dans l'équitation, vétérinaire équin, palefrenier, etc. Qu'est-ce que l'équitation apporte ? L'équitation booste la confiance en soi et renforce l'assurance grâce à la complicité avec le cheval. Quel lien peut-on avoir avec un cheval ? Le cheval est un partenaire naturel du développement individuel sans jument ni artifice. Bonjour, je vais vous présenter le métier d'historien. Donc, un historien, ça étudie les traces du passé grâce à différentes sources historiques pour mieux comprendre une période donnée et ses conséquences dans le présent. Donc, tel un scientifique, l'historien collecte différentes sources en les triant, les analysant, les critiquant, formule des hypothèses, les vérifie avant de mettre ses connaissances en forme. Ces recherches peuvent lui servir à rédiger un livre, un article, à donner une conférence, etc. Les historiens se spécialisent dans une période de l'histoire comme l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine, etc. Donc pour devenir historien, il faut avoir plusieurs qualités comme la curiosité intellectuelle, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'ouverture d'esprit, l'aisance rédactionnelle et l'éthique professionnelle. Donc un historien, quand il est débutant, il gagne à peu près 2 000 € bruts et ça peut évoluer jusqu'à 6 000 € bruts, mais c'est très rare. Et pour devenir historien, il faut avoir une licence Bac+3 plus un master, donc Bac+5, ou sinon un doctorat, donc c'est Bac+8. En l'occurrence, moi, si je fais ces études, je ferai un master de monde contemporain. J'aimerais faire ça pour étudier la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, je vais vous parler d'Hitler. Donc c'était le chef du parti nazi et c'était le chancelier allemand du 2 août 1934 jusqu'au 30 avril 1945. Adolf Hitler développe une conception raciste du monde qu'il fait appliquer en faisant des actions violentes contre les gens de religion juive. Il est l'auteur du génocide contre les juifs, la Shoah. Et il se suicide dans un bunker car il savait comment ça allait finir pour lui en 1945. Adolf Hitler développe une conception raciste du monde qu'il fait appliquer en faisant des actions violentes contre les gens de religion juive. Il est l'auteur du génocide contre les juifs, la Shoah. Il se suicide dans son bunker car il savait comment ça allait finir pour lui. Merci à tous pour ces précieux témoignages. Nous avons donc vu tour à tour différents métiers.
le métier d'historien, le métier de styliste, en passant par les métiers de l'équitation. Ces métiers, en fin de compte, ne représentent qu'une partie infime de tous les métiers qui existent. Il y a en effet tant de métiers que cela peut être parfois angoissant de choisir. Surtout qu'au final, tout semble dépendre des résultats scolaires. Cela peut, à la fin, générer une forme de pression. C'est pourquoi nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une spécialiste de la question de la pression scolaire, Nora, qui va venir nous parler de cette problématique. Je te laisse la parole. La pression scolaire inclut les attentes de performance, la pression de l'orientation, de la carrière des adolescents, la pression exercée par les parents, la famille, l'école et parfois par lui-même. On peut se rendre compte que quelqu'un a de la pression scolaire due à certains changements de comportement, comme l'écartement de son groupe d'amis, l'augmentation de l'exigence envers son propre travail, de potentielles crises d'angoisse et une certaine culpabilité quand la personne ne travaille pas ou travaille moins. On peut donner 4 principaux conseils pour améliorer et enlever la pression scolaire. Il faut miser sur une communication ouverte. Une bonne communication débute par une bonne écoute. C'est donc en essayant de comprendre l'adolescent que ce dernier pourra se livrer sur ses préoccupations vécues à l'école ou en dehors. Améliorer la gestion du stress et du temps. On peut informer et apprendre à l'adolescent les techniques de gestion du stress, la méditation, les techniques de respiration et l'exercice physique en sont des exemples. Cela peut l'aider à mieux gérer la pression scolaire. De plus, il est recommandé d'aider l'adolescent à planifier son temps de façon efficace, c'est-à-dire de l'aider à prioriser ses tâches. Après, on peut encourager un équilibre entre la vie scolaire et personnelle. Une gestion du temps des adolescents entre les activités de leur vie personnelle et les études est essentielle pour diminuer la pression scolaire. La gestion efficace de leur temps sera utile tout au long de leur parcours académique. Il faut leur faire comprendre que la vie ne dépend pas d'une mauvaise note. Il faut aussi valoriser leurs intérêts. Encouragez votre enfant dans les intérêts qui le passionnent. Il faut éviter à tout prix de dénigrer leur goût et leur dire quoi faire ou dans quel domaine mettre leur énergie. C'est à partir de leurs intérêts qu'ils apprendront à découvrir et à développer leur propre motivation. Merci à toi pour ces précieux renseignements. Le podcast touche déjà à sa fin. Nous avons donc pu découvrir de nombreux métiers et en apprendre davantage sur le thème de l'orientation et les différents problèmes qu'elle peut soulever, comme par exemple la pression scolaire. Je tiens à remercier toutes celles qui ont pu participer à ce podcast et le rendre possible, notamment Mia et Fleur qui nous ont présenté le métier de l'équitation, Kessie qui nous a parlé du métier d'historien, et Nora du métier de styliste, et Nora qui nous a fait un topo sur la pression scolaire. Je vous souhaite une agréable journée et espère que vous avez apprécié ce podcast. Au revoir.